Cultination, bonjour. Vous avez certainement déjà entendu les expressions comme secret défense, secret d'État ou encore top secret dans vos films et séries policières préférés. Un secret d'État est une information qui, du fait de sa teneur, ne veut surtout pas être rendue publique par le gouvernement d'un pays. Dans la vidéo du jour, je vous propose de découvrir quelques-uns des événements top secrets que les autorités soviétiques ont longtemps cachés. Je précise que le but de cette vidéo est avant tout de vous informer et que vous trouverez les sources en description. Sans trop tarder, on peut commencer. Citons en premier l'Holodomor. Entre 1932 et 1933, une famine préméditée a tué 8 millions d'Ukrainiens. Derrière cette tragédie, la volonté implacable d'un homme, Staline. Joseph Staline avait décidé de financer l'avancée industrielle de la Russie grâce à l'exportation massive des récoltes issues des riches terres à céréales de l'Ukraine. Riche de ses terres à céréales, réputée pour l'abondance de ses fruits et légumes, la République d'Ukraine était en plein essor industriel. À cette époque, elle représentait 22,5% de l'exploitation agricole de l'URSS et 18% de sa production industrielle. En gros, l'Ukraine était la vitrine de la jeune Union soviétique à la charnière des années 1920-1930. En décidant ça, Staline faisait ainsi d'une pierre deux coups. Limiter le pouvoir de l'économie florissante de l'Ukraine, qui pourrait être une menace pour le régime socialiste, et financer l'acquisition des machines-outils pour s'industrialiser. Alors pour taire les protestations des paysans, des fermes ont été saccagées et brûlées. La famine, l'Holodomor ou encore l'extermination par la faim en Ukraine éclata et fut ignorée du reste du monde. Les journalistes ont été engagés pour démentir les faits quand la rumeur sur la famine a commencé par circuler. D'ailleurs, parler sur la famine était passible de 5 ans de prison. Cette crise n'a été rendue publique et admise qu'après la chute de l'URSS. Parlons maintenant de l'île de Nazino. 1933. Pour échapper aux famines et aux épidémies qui ravagent les campagnes, des dizaines de milliers de ruraux affluent vers les villes, où la mendicité et la criminalité atteignent des sommets. En réponse, l'État soviétique voulait se débarrasser et se vider ses cours des miracles de leurs éléments socialement dangereux, ou socialement déviants. Une catégorie juridique aux contours élastiques qui inclut aussi bien les chômeurs que les vagabonds. Les petits trafiquants, des paysans, des anti-soviétiques, les pauvres, les mendiants, bref, tous ceux qui n'avaient pas un emploi dit d'utilité publique et que le régime considérait comme les ennemis du régime. Le séjour dans les grandes villes est désormais conditionné par la possession d'un passeport. Pour ceux qui ne reçoivent pas le précieux sésame, le sort est sans appel. Une procédure expéditive suffit à les expulser vers des camps de travail ou des villages spéciaux. Près de 6000 personnes, dont des femmes, des criminels récidivistes envoyés pour soulager les prisons surpeuplées, ont donc été déportées en mai 1933. Destination choisie, Nazino, une petite île située sur l'Ob, au cœur des marécages et des forêts du grand nord sibérien. Autant dire un mouroir à ciel ouvert. C'était l'un des nombreux camps de travail de la région. Les autorités de la région de l'île, n'ayant pas l'habitude d'accueillir autant de personnes d'un coup, n'avaient ni nourriture ni logement pour les prisonniers. 27 hommes avaient péri sur la route vers l'île. Dès les premiers jours, les vivres font défaut. La ration quotidienne ne dépasse pas une portion de farine, et l'eau du fleuve provoque de graves troubles intestinaux. Des gardes du camp voisin ont fait envoyer des sacs de farine. Les prisonniers qui ont pu obtenir de la farine l'ont mélangée avec de l'eau de rivière car ils n'avaient rien pour la cuire, ce qui a provoqué de graves troubles intestinaux. Le taux de mortalité grimpe en flèche. À peine un mois plus tard, il ne reste plus qu'un tiers de ces individus tiraillés par la faim, ainsi que le froid car beaucoup sont pieds nus et rongés par la dysenterie. Il neigeait de partout. Des gangs se sont formés parmi les délinquants les plus violents, des meurtres ont été commis, des prisonniers sont abattus sans raison. Et des crimes encore plus atroces sont attestés, jusqu'à la levée d'un tabou suprême. Le cannibalisme de la part des criminels les plus endurcis du groupe. C'est de là que vient le surnom de l'île, Ostrov Lyudoedov, qui veut dire l'île aux cannibales. Un jeune officier soviétique du nom de Vassili Velichko a fait un rapport accablant dans une lettre à Staline en disant « Sur l'île de Nazino, l'homme a cessé d'être un homme, il s'est transformé en chacal. » En juin de la même année, il ne restait plus que 2000 personnes qui ont été envoyées dans des camps de travail où la plupart sont rapidement décédés.
Ce n'est que dans les années 1980 qu'une poignée de survivants, tout comme les habitants de la région, ont rendu publiques les horreurs de Nazino. Le massacre de Katyn. Le 17 septembre 1939, les soviétiques ont envahi la Pologne. 22 000 officiers polonais sont faits prisonniers de guerre. En mars 1940, chef du commissariat du peuple, Lavrenti Beria, a soumis à Staline un rapport qui présente ces officiers comme des ennemis acharnés du pouvoir soviétique, qui donnera son accord pour leur exécution. La sentence a eu lieu pour la plupart d'entre eux en prison, mais quelques 4404 prisonniers du camp de Kozielsk ont été acheminés en majorité vers la forêt de Katyn. Des fosses communes ont été creusées et en moins d'un mois, les condamnés étaient tous abattus d'une balle dans la nuque. Le charnier de Katyn est découvert en 1943. Lorsque l'armée allemande envahit l'URSS, les soviétiques ont nié toute responsabilité dans le massacre jusqu'en 1990, lorsque le président de l'Union soviétique, Gorbatchev, a publiquement reconnu les crimes. La course vers Berlin. 1945. Les troupes soviétiques se préparant à l'invasion de Berlin étaient engagés dans une course pour être les premiers à atteindre la capitale allemande. Cette course se tenait entre les groupes armés de deux commandants soviétiques, le maréchal Gorgi Zhukov et le maréchal Ivan Konev. Chacun des groupes espérait être celui qui finira par hisser le drapeau soviétique au-dessus de Berlin, ce qui pourrait expliquer pourquoi les troupes de chaque armée tiraient les unes sur les autres. Depuis la fin de l'Union soviétique, plusieurs récits et interviews indiquent qu'apparemment des centaines de soldats étaient morts aux mains de leurs camarades dans le but d'être la première unité à effectuer la prise historique de Berlin. Cependant, la prise du centre de Berlin est généralement accordée au maréchal Zhukov et de sa troupe. Les villes secrètes. Les villes fermées ou secrètes ont été créées à la fin des années 1940. Les accès à ces villes fermées étaient strictement contrôlés et interdits aux étrangers, ainsi que les déplacements de part et d'autre. En effet, certaines d'entre elles abritaient les développements militaires, industriels et nucléaires que le gouvernement soviétique voulait garder secrets. D'autres étaient des villes frontalières que l'URSS fermait pour des raisons de sécurité des frontières. Il arrivait même qu'elles ne soient pas répertoriées ni sur les cartes de l'époque. La plupart de ces villes ont été recouvertes, mais il existe encore aujourd'hui 42 villes secrètes officiellement appelées Zato en Russie et qui rassemblent une population de 1,5 million d'habitants. En dépit du fait que des milliers de personnes vivaient dans ces villes fermées, officiellement ces lieux n'existaient pas. Les résidents qui sortaient de ces sites avaient par conséquent pour interdiction de révéler leur lieu de résidence, sous peine de poursuites judiciaires. Il était par ailleurs impossible d'y entrer sans être muni d'un laissez-passer spécifique. En compensation de ce régime strict, les habitants recevaient néanmoins un supplément de salaire correspondant à 20% de celui-ci. De plus, les approvisionnements alimentaires dans les Zato étaient bien meilleurs que dans les villes ordinaires. Expérimentation humaine pendant la guerre froide. Sous l'autocratie de Staline, les goulags étaient utilisés pour exiler ceux qui étaient considérés comme les ennemis de l'Union soviétique. Un goulag était en quelque sorte un camp de travail forcé qui servait aussi de prison. Les services secrets soviétiques ont établi des laboratoires pour fabriquer et tester des poisons mortels sur les prisonniers. Les poisons ont été donnés aux victimes avec un repas ou une boisson, comme un médicament. L'objectif étant de trouver un poison qui n'a ni goût ni odeur et qui ne peut être détecté en post-mortem. Un poison nommé C2 avait d'ailleurs été créé avec succès, tuant toute victime dans les 15 minutes d'après l'historien Dr Vadim J. Birstein. Ces recherches visaient à empoisonner des personnalités éminentes de pays ennemis. C'est encore une fois à la dissolution de l'Union soviétique que l'on doit la révélation de ces expériences troublantes. Psychiatrie punitive. Entre les années 1950 et 1970, le régime soviétique a utilisé la psychiatrie comme punition pour de nombreux prisonniers plutôt que de les envoyer au goulag qui commençait à être critiqué. Selon le régime, toute personne s'opposant au système soviétique avec son idéologie de fraternité universelle devait certainement être considérée comme folle. D'anciens adhérents du parti soviétique, appelés aussi dissidents, étaient ainsi envoyés dans ces hôpitaux comme par exemple Don Andrei Sakharov, le père de la bombe atomique soviétique. Des doses dangereusement élevées de médicaments psychoactifs comme le LSD et le sodium pentotal ou sérum de vérité, ainsi que des électrochocs leur étaient administrés pour les punir et les torturer.
Grâce à la condamnation de ces abus par la communauté internationale des psychiatres vers la fin des années 1970, l'URSS reconnaîtra les faits d'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. La base sous-marine de Balaklava. En 1957, au cours de la guerre froide, l'Union soviétique a construit une base sous-marine secrète dans la ville de Balaklava. Le choix du site n'était pas anodin, car la baie de Balaklava est invisible depuis la mer, qui zigzague entre les monts de Crimée. Cette base secrète accueillait tout un arsenal de la flotte soviétique. Il y avait un accès afin que les sous-marins puissent aller et venir librement. Des programmes top secrets s'y préparaient, comme par exemple celui qui entraînait les dauphins à attacher des explosifs et des dispositifs de suivi aux navires et aux sous-marins ennemis. Cette base est aujourd'hui transformée en musée naval et tous les sous-marins, torpilles et ogives ont été retirés. La catastrophe nucléaire de Kishtim. L'une des pires catastrophes nucléaires jamais enregistrées s'est déroulée en 1957 au complexe nucléaire Mayak, soit 30 ans avant la catastrophe de Tchernobyl. Le 29 septembre, les systèmes de refroidissement de l'un des réservoirs d'une centrale nucléaire secrète russe tombent en panne. La température du réservoir, qui contenait entre 70 et 80 tonnes de déchets nucléaires, s'élève, ce qui provoque une explosion chimique. Près de 10 000 personnes ont été exposées à des rayonnements toxiques, causant environ 6 000 décès dus à des maladies liées au rayonnement. Pour éviter une réaction du public contre la construction d'armes nucléaires, le régime soviétique a gardé l'accident secret en disant aux habitants évacués que la zone contaminée allait devenir une réserve naturelle. Ce n'est qu'en 1976, lorsque le chercheur Zhor Medvedev, exilé au Royaume-Uni, a publié un livre sur les désastres nucléaires, que la catastrophe a été mise au jour. De niveau 6 sur l'échelle internationale des événements nucléaires, il s'agit du 3e plus grave accident nucléaire de l'histoire, après Tchernobyl et Fukushima, classé au niveau 7. Le désastre de Nedelin. Le 24 octobre 1960 devait avoir lieu le lancement du prototype de la fusée R-16 commandée par le maréchal des forces stratégiques de l'Union soviétique Mitrofan Nedelin. Mais rien ne se passa comme prévu. Au cours des opérations de pré-lancement, toutes les procédures de sécurité n'ont pu être effectuées et un système de contrôle se dérégla. La réparation de cette panne ainsi qu'une fuite d'acide nitrique a accidentellement provoqué une énorme explosion. Plus de 100 personnes, dont le maréchal, ont été tuées. Certaines sur le coup, et d'autres en tentant de fuir après s'être retrouvés coincés dans le tarmac. Le régime soviétique a caché le désastre au public en évoquant un accident d'avion. Ce n'est que 30 ans plus tard, en 1990, dans un rapport publié par le magazine russe Ogoniok, que la vérité a été révélée publiquement. Le cosmonaute Valentin Bondarenko. Un jeune cosmonaute du nom de Valentin Bondarenko a été piégé dans une chambre d'altitude à basse pression qui a pris feu en 1961. Il a subi des brûlures au 3e degré sur la plus grande partie de son corps. Le médecin Vladimir Goliakovski tenta de le sauver, mais il mourut 16 heures après l'accident. Toutefois, son décès accidentel n'a été connu que dans les années 1980, car en raison de la guerre froide, une politique stipulait que les programmes spatiaux ne seraient rendus publics que s'ils étaient couronnés de succès. Le gouvernement soviétique a alors dissimulé l'image de Bondarenko sur les photographies publiques des cosmonautes par aérographie pour cacher sa présence dans l'équipe. Ce n'est que lorsque le journaliste Yaroslav Golovanov a publié ses recherches sur le programme spatial secret de la Russie en 1986 que le triste destin de Valentin Bondarenko a été révélé. Les plans de la 3e guerre mondiale. Au plus fort de la crise des missiles de Cuba de 1962, l'Union soviétique a élaboré un plan secret pour lancer 131 missiles nucléaires contre l'OTAN à travers la destruction des centres politiques et de communication à travers l'Europe. Le plan décrivait qu'après les retombées nucléaires, les troupes soviétiques et l'armée tchécoslovaque, qui auraient formé les armées du pacte de Varsovie, devaient envahir les villes allemandes de Nuremberg, Stuttgart, Munich, avant de s'attaquer au sud-est de la France et conquérir Lyon, avant de mourir des radiations nucléaires. Une potentielle 3e guerre mondiale était ainsi en préparation. Le plan a été signé par le ministre de la Défense nationale tchèque de l'époque, Bohumir Lomsky, et le chef d'état-major général Otakar Rytia. Et il reste une option jusqu'en 1990, lorsque le président tchèque Václav Havel l'a abandonné.
Cependant, le plan colossal n'a été révélé qu'en 2007, lorsque l'historien Petr Lunak est tombé sur le plan de 17 pages en passant au crible des documents déclassifiés de l'ère communiste. Accident de la variole. Dans un laboratoire top secret de fabrication d'armes biologiques à base de variole dans la ville de Zagorsk de l'Union soviétique, un accident mortel s'est déclenché et il a été caché pendant plus de 30 ans. Lors du développement d'une arme conçue pour provoquer une épidémie de variole à l'air libre, le virus mortel a été accidentellement libéré, tuant plusieurs personnes dont la technicienne de labo qui était la première contaminée. L'Union soviétique a caché les accidents pour protéger les informations sur ces armes biologiques de ses pays ennemis voisins. Ce n'est qu'en 2002, lorsque l'Institut d'études internationales de Monterrey a fait des recherches sur des documents soviétiques, que l'accident a été révélé. Mais Moscou n'a jamais reconnu les faits. Finissons par une prise en otage non divulguée de quelques-uns de ses dirigeants. La prise en otage des diplomates soviétiques. Au milieu des années 1980 au Liban, des militants musulmans prenaient en otage un certain nombre d'Américains et d'Européens à la fois pour des raisons politiques et parfois pour de l'argent qu'ils utilisaient pour s'armer. C'est ainsi qu'en octobre 1985, 4 diplomates soviétiques ont été kidnappés à Beyrouth par le Hezbollah. Ces derniers exigeaient que l'URSS utilise la pression diplomatique et politique pour forcer le gouvernement syrien à annuler son offensive contre eux dans la ville de Tripoli. Et pour montrer leur détermination, le Hezbollah a assassiné le diplomate russe Arkady Katov qui était déjà blessé à la jambe et a laissé son corps dans une décharge pour que les soviétiques puissent le retrouver. En quelques heures, le KGB, le redoutable chef de la police secrète soviétique et de l'unité de renseignement au Liban, a fait comprendre au Hezbollah que tous les musulmans d'Iran et du Liban pourraient subir une attaque de missiles accidentelle. Le message soviétique a été envoyé, ou plutôt une partie. La seconde partie est survenue lorsque le KGB a enlevé un parent d'un chef du Hezbollah. L'homme a été castré, puis il a reçu une balle à l'arrière de la tête. Son organe a été envoyé à son parent et en très peu de temps, les 3 otages soviétiques restants ont été libérés. Nous voici à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié de découvrir ces expériences top secrètes, je vous suggère de regarder notre vidéo la plus grande évasion de prison de l'histoire, celle de la prison d'Alcatraz. Le lien est en description. Faites-nous savoir en commentaire le secret qui vous a le plus choqué et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cultination.